Bonjour à tous, à chacune et à chacun. Pour cette première séance sur représentation et violence, cycle de conférences donc, qui chacune auront lieu le deuxième samedi de chaque mois, excepté les mois de juillet et d'août, et qui s'achèvera donc, je ne sais plus bien quand, en novembre ou en décembre prochain, le programme étant sur le site. Donc, il s'agit d'abord dire merci. Merci à Emmanuel Chantre et Benoît Chantre d'avoir suscité ces rencontres. Et évidemment, merci à tous ceux qui ont pu venir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, justement, nous écoutons d'abord Jean Nérol. D'ailleurs, au travail de qui, tout de même, le projet de réaliser ce cycle de conférences est dû. Jean Nérol, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Toulouse, qui a d'abord, disons, travaillé sur la redécouverte de l'art médiéval dans la modernité, ce qui avait donné lieu à un livre paru en 2005 aux presses universitaires de Rennes, L'invention de l'art roman à l'époque moderne, 18e, 19e siècle. Jean Hérol s'est ensuite consacré à des recherches, disons, sur le primitivisme moderne. C'est une manière d'historiographie des origines de l'art aux confins de l'histoire et de l'anthropologie. Et alors, il vient de publier deux livres extrêmement impressionnants qui sont deux moments d'une même recherche. L'un chez Quimé en 2019, du sacrificiel dans l'art, sur lequel d'ailleurs il avait fait une conférence aux recherches mimétiques il y a peut-être un mois, admettons, un mois ou deux. Et le deuxième livre qui vient de paraître il y a peu, en septembre dernier, septembre 2020 donc, Le sacrifice imaginaire, essai sur la religion de l'art chez les modernes, qui est aussi paru chez Quimé. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Jean. Je ne sais plus bien quel est le titre que Jean a donné à sa conférence, mais enfin, il va nous le dire. Et voilà, Jean, tu as la parole. Merci, merci Jérôme, et je joins mes remerciements aux tiens adressés à Benoît et Emmanuel pour le pilotage de ce projet de cycle de conférences euh, qui effectivement donc vient à la suite d'une conférence du mois dernier, effectivement, sur autour de ce premier livre publié en 2019 qui était intitulé Du sacrificiel dans l'art. Et donc aujourd'hui, il s'agit de mettre l'accent sur cette suite. C'est une suite, puisque c'est une suite chronologique, dans le fond. Hein. Le premier ouvrage couvrait un temps très très long, hein, depuis des temps archaïques et sans date, jusqu'au seuil de la modernité. Le second, donc intitulé Le sacrifice imaginaire, est sous-titré Essai sur la religion de l'art chez les modernes, se concentre sur un très long 19e siècle, enfin un 19e siècle qui commence avec Rousseau, donc c'est beaucoup plus que le 19e, c'est plus que le 19e siècle, hein, qui se termine, disons, avec les avant-gardes. Et le titre donc de la conférence d'aujourd'hui, Portrait de l'artiste au centre du monde. Portrait de l'artiste au centre du monde, c'est le schéma qui domine cet ouvrage, qui situe effectivement l'artiste à un centre évidemment symbolique, un centre qu'il produit lui-même en définissant une nouvelle situation tout à la fois de l'art et de l'artiste dans le monde moderne. Et c'est, à mon sens, l'une des entrées possibles dans la modernité artistique, ce qu'on pourrait appeler la seconde modernité artistique, c'est-à-dire bon, les premiers temps modernes de la Renaissance au XVIIIe siècle, là ne sont pas concernés. Il s'agit bien de ce que l'on appelle couramment l'art moderne, hein, dont il s'agit ici de voir comment il se structure. Alors, c'est donc l'analyse de la situation de l'artiste moderne
plus que au fond de sa production. C'est-à-dire que dans le premier ouvrage, Le sacrificiel dans l'art, il s'agissait de voir ce qu'il restait des liens noués entre art et violence dans des temps archaïques. Le sacrificiel était un lien dans l'art. Dans ce deuxième ouvrage, j'aurais pu le titrer Le sacrificiel ou du sacrificiel dans l'artiste, puisqu'il s'agit d'analyser une situation particulière. Je dis analyser peut-être plus que déconstruire, parce que ce mot de déconstruction aujourd'hui, il a un sens sans doute trop précis. On déconstruit toujours et systématiquement de nos jours des phénomènes de domination. Comme si, au fond, si vous voulez, comme si dans la fameuse boîte à outils de Michel Foucault, il ne restait plus qu'un seul outil. Alors mettons une clé de 12, vous voulez, comme si les boulons et les écrous étaient tous les mêmes en quelque sorte. Et ces boulons et ces écrous, ce sont ceux de la domination. Donc effectivement, déconstruire, c'est déconstruire des schémas de domination. Alors évidemment, mon propos n'est pas de dire que les schémas de domination n'existent pas, bien entendu, mais c'est de dire qu'ils ne sont peut-être pas seuls à structurer tout à la fois, disons, le monde social, la culture, la création, toutes choses donc qui appellent un travail d'analyse. Donc c'est pour ça que je préférerais donc tout simplement ce mot d'analyse. Après tout, les deux mots pratiquement se valent, puisque bon, le mot grec, analuen, c'est défaire ce qui est soudé ensemble, ce qui est bon. Et Derrida était allé chercher ce mot de déconstruction dans le langage prophétique d'Heidegger, mais au fond, les deux mots se valent. Mais le problème, évidemment, c'est que ce terme de déconstruction, il ne vise jamais qu'un seul objet. Or, je crois qu'il est quand même dommage d'abandonner d'autres formes de structuration, et il me semble qu'il y en a une là qui est extrêmement importante, qui est le renversement de la structure du sacrifice. La structure du sacrifice, c'est tout simplement un cercle qui se crée autour de l'individu qui va être désigné comme une victime. Le sacrifice, s'il est un rituel, il reproduit un meurtre ou une expulsion fondatrice. Dans les temps modernes, ce schéma demeure, mais il est en quelque sorte la tension. Quand on parlerait de tension électrique, si vous voulez, la tension qui le traverse est en quelque sorte inversée. C'est l'artiste, le créateur, l'auteur, l'écrivain, qui se désigne lui-même comme la victime d'un monde qui lui est potentiellement hostile. Alors, ce schéma-là que je définis de façon très très simple, mais qui lui aussi va connaître des métamorphoses, comme le schéma primaire, si vous voulez, le schéma sacrificiel, a connu un certain nombre de métamorphoses au cours des siècles. Le schéma second ou secondaire, le sacrifice inversé, ou plus exactement la désignation qui se joue dans le diagramme sacrificiel, cette désignation qui s'inverse connaît elle aussi un certain nombre de métamorphoses, d'où disons, le nombre de chapitres qui rythment ce livre, le sacrifice imaginaire, puisque chacun des chapitres, en quelque sorte, est consacré à un rebond, un effet de rebond de ce motif. Le sacrifice imaginaire, évidemment, ce terme, la formulation là peut paraître négative, c'est-à-dire le sacrifice imaginaire, on entend le sacrifice illusoire. Oui, il y a une part, effectivement, il y a une part critique qui est contenue dans cette réflexion,
Mais le titre aussi aurait pu être inversé, c'est-à-dire qu'on pourrait parler d'un imaginaire sacrificiel. Et à ce moment-là, évidemment, le mot imaginaire prend, si vous voulez, un sens positif qui consisterait à dire et à souligner que ben oui, un imaginaire, évidemment, ça porte ça porte des promesses de création, d'invention, d'imagination, naturellement. Hein. Chaque grand moment de la création est structuré par un imaginaire, et l'imaginaire qui est peut-être dominant, enfin ça en tout cas c'est l'hypothèse que je pose, l'imaginaire dominant dans l'art moderne, c'est cet imaginaire sacrificiel. Alors, pour faciliter l'exposé d'aujourd'hui, ce que je propose, c'est de scinder en deux le monde, disons, des auteurs, des écrivains, et celui des artistes, pour une raison simple, c'est pour passer au partage d'écran à peu près en milieu de parcours. Mais pas uniquement pour ça. C'est-à-dire que je pense aussi, si vous voulez, qu'il y a peut-être une priorité du monde des écrivains pour proposer des modèles, pour former des modèles dont l'écho connaîtra une ampleur particulière. Et le premier modèle de ce retournement sacrificiel que j'essaie de déployer, si vous voulez, dans l'ouvrage, c'est un auteur. Et c'est sans doute le plus grand auteur du XVIIIe siècle, à la fois aussi grand écrivain que philosophe, et même, comme si ça ne suffisait pas, il est aussi un musicien non négligeable. Vous avez deviné que je parle de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est une sorte d'alignement d'astres dans le ciel qui est tout à fait incroyable d'une certaine façon, puisque à ses qualités propres, si vous voulez, vient s'ajouter aussi une structure psychique que je suis évidemment pas le premier à souligner, qui a pu faire parler à son sujet de paranoïa, de schizophrénie, de psychose. Je crois qu'il vaut mieux suivre le conseil qu'avait donné Starobinski au sujet de Jean-Jacques Rousseau, d'essayer de ne pas porter de diagnostic médical sur son cas, mais enfin, en même temps, Starobinski avait créé, pour parler de Jean-Jacques Rousseau, dans son grand livre, hein, la transparence et l'obstacle, il avait créé un mot, ce mot de concernement, qui désigne une structure psychique, hein, qui désigne et qui décrit une structure psychique. Et ce concernement, à ce mot de concernement, on peut en ajouter un second qui est celui de centralité. Hein. L'auteur au centre du monde, le premier auteur au centre du monde, d'une certaine façon, c'est Jean-Jacques Rousseau. Les premières lignes ou les premières pages des Confessions sont à cet égard tout à fait étonnantes. Enfin, c'est-à-dire qu'il a une parfaite conscience de l'unicité tout à la fois de son moi et de son projet, qui consiste à offrir au lecteur la totalité de ce moi, qui n'a pas grand-chose à voir quand même avec peut-être les deux grands prédécesseurs qui ont été Saint-Augustin, pour remonter très très haut, auquel il emprunte quand même son titre, des Confessions, et Montaigne, le Montaigne des Essais. Ce qui me frappe chez Rousseau, c'est le caractère d'un seul tenant qui embrasse tout à la fois sa production philosophique et sa production littéraire, puisque la production philosophique peut être porteuse aussi
cette place centrale qu'il donne à l'être d'exception, qui est le fondateur de la cité, celui qui donne à la cité sa loi, que l'on trouve en particulier dans le contrat social, et qui est une image, enfin, qui est une projection d'une certaine façon de Jean-Jacques Rousseau. Le législateur, celui qu'il appelle le législateur, il ne fait pas tout à fait partie du reste du corps social, et en même temps il l'institue. C'est-à-dire qu'il a une place qui est proprement intenable. Et ce caractère intenable de la place de Jean-Jacques Rousseau, il l'a lui-même éprouvé à partir de ce qui, alors pour le coup, ressemble très fort à quelque chose comme une première crise psychotique, ce fameux moment où il va rendre visite à son ami Diderot qui est emprisonné dans le donjon du château de Vincennes. Nous sommes en 49 ou 50, et l'Académie de Dijon vient de mettre au concours sa première question académique, donc, sur le rôle des sciences et des arts. Les sciences et les arts ont-ils joué un rôle je ne me souviens plus exactement de la formulation, ont-ils entraîné donc une déchéance, ou bien au contraire ont-ils joué un rôle positif, enfin, et Rousseau va répondre par la négative, les sciences et les arts. Et donc il a une vision à ce moment-là, il l'a décrit à plusieurs reprises, il a une vision globale. Il a une vision globale qui l'amène à concevoir en un quart d'heure, dit-il, toute sa philosophie. Et surtout, toutes les solutions philosophiques auxquelles il s'attachera. Donc à partir de là, si vous voulez, on change complètement la règle du jeu par rapport aux autres philosophes des Lumières, par rapport à ses amis qui vont devenir très vite ses anciens amis, et puis bientôt même ses adversaires. Je pense à Grimm et surtout à Diderot. Ce sentiment d'unicité va s'accompagner très vite d'un sentiment d'encerclement, et ce sentiment d'encerclement va atteindre une sorte de point d'acmé au moment de la rédaction des dialogues, et à la fin de cette rédaction, le jour où Diderot décide d'aller déposer son manuscrit sur l'autel majeur de Notre-Dame, et où il se heurte à la grille du cœur, cette grille du cœur qui évidemment a toujours été là. Mais ce jour-là, dit-il, il a eu l'impression que Dieu lui-même complotait avec les hommes contre sa personne. Enfin, c'est-à-dire que là, la situation, si vous voulez, d'encerclement, le cercle d'hostilité s'est complètement refermé ce jour-là autour de Rousseau. Alors, le caractère très, très étonnant de la chose, si vous voulez, c'est que Rousseau devienne le modèle Rousseau. C'est-à-dire que, alors ça peut s'expliquer historiquement, c'est-à-dire que c'est le succès européen de la nouvelle Héloïse, c'est l'importance de sa philosophie, et en tout cas, je pense qu'on peut pointer là quelque chose comme un nouvel ethos, si vous voulez, de la création, et beaucoup plus que la création philosophique, là en l'occurrence, de la création artistique dans tous les sens du terme, enfin, en l'occurrence littéraire, mais qui peut valoir pour tous les aspects de la création. Donc Rousseau se désignant lui-même comme la victime d'un monde hostile, évidemment, ce n'est pas suffisant pour parler de Rousseau, mais enfin, en tout cas, ça crée une structure. Voilà, ça crée une structure, et cette structure, elle va fasciner et se métamorphoser dans les décennies qui vont suivre. Alors, si on reste du côté du monde des auteurs,
l'étape importante, me semble-t-il, la première étape post-Rousseau, si vous voulez, importante, c'est, je pense, c'est le romantisme allemand. De toute manière, c'est pas tellement étonnant, puisque Rousseau y est lu avec beaucoup d'assiduité, d'approfondissement, même, enfin, et au-delà du romantisme, on sait que bon, Kant est un très grand lecteur de Rousseau, donc l'Allemagne des alentours de 1800 reçoit, reçoit le modèle Rousseau avec un enthousiasme très très fort. À un moment où la France de la Révolution, qui va devenir la France du consulat et de l'Empire, elle est plongée dans un sacrificiel en trois dimensions, si je puis dire, réel, enfin, celui de la politique de la terreur et puis celui des grands massacres, des batailles napoléoniennes. Donc, les Allemands ont un objet là qu'ils vont pouvoir traiter d'un point de vue théorique. Alors en particulier, ce qu'on appelle les premiers romantiques allemands, qui sont des gens très jeunes, et je crois que là, leur jeunesse est à prendre en compte, parce que quand la moyenne d'âge, quand une moyenne d'âge se situe autour de quoi, 20, entre 20 et 22 ans peut-être, bon, il y a forcément une très très grande radicalité qui va sortir de cette appropriation du schéma. Cette radicalité, on en prend acte en lisant les fragments, par exemple, de l'Athénéum. Hein, Schelling, le plus important des deux frères, Friedrich, désigne Novalis comme, d'une certaine façon, comme un nouveau modèle, parce qu'un nouveau messie. D'une certaine façon, un poète pour la mort. Hein. Il y a vraiment dans l'idée de Friedrich Schlegel la nécessité, effectivement, d'un sacrifice. Et là, c'est explicite, hein, la nécessité d'un sacrifice qui, en plus, évidemment, étant donné la disparition très très précoce de Novalis, là, reçoit une sorte de confirmation par les événements. Alors, cette centralité du romantique, elle avait peut-être été déjà perçue par le jeune Goethe, à l'époque où Goethe a écrit les souffrances du jeune Werther. Il me semble qu'on ne remarque pas suffisamment que Werther est un peintre, mais c'est un peintre qui ne peint pas. C'est un peintre qui ne peint pas parce que, à la limite, il n'a pas besoin de peindre puisqu'il n'est plein que de sa vocation de peintre. Ce qui, aux yeux de Goethe, ne suffit pas. Il le dit au même moment où il écrit le roman épistolaire, il le dit dans une lettre à Schiller, il dit on doit juger, enfin je résume, hein, on doit juger un arbre à ses fruits, un artiste qui ne peint pas, enfin un peintre qui ne peint pas, un artiste qui ne produit pas, n'est pas digne d'être appelé artiste. Or, Werther, c'est un artiste qui ne produit pas, c'est-à-dire l'éthos de l'artiste, pour Werther, est suffisant, en quelque sorte. Et évidemment, pas aux yeux de Goethe. Et donc Goethe, loin, si vous voulez, de produire d'inoculer, si vous voulez, dans la jeunesse romantique, le modèle du suicidé, puisqu'on a parlé d'une épidémie de suicide à la lecture de Werther, même s'il y a une part de projection de lui-même, hein, Goethe, dans son personnage de Werther, il y a aussi, je crois, une mise en garde. Et alors, ce qui me fait dire tout de suite que c'est ce que j'appelle dans le bouquin un autre romantisme possible. Hein, je ne veux pas parler, si vous voulez, de paradigme sacrificiel, parce qu'il y a effectivement un autre romantisme possible. Et je sais que Jérôme Thelot, enfin, il le dira mieux tout à l'heure, mais je crois savoir que Jérôme Thelot en veut un petit peu à René Girard d'avoir parlé de mensonge romantique, parce que le romantisme n'est évidemment pas que mensonge. Hein. Bon, il y a un autre romantisme possible. Donc, chez Goethe, il se manifeste, je crois, par la mise en garde qui est contenue dans la figure de son Werther.
Mais là, c'est plutôt du côté de Benoît qu'il faudrait se tourner. Du côté d'Hölderlin, il y a aussi un autre romantisme possible, même si, alors, Hölderlin, il me semble, moi, voir chez le très très jeune Hölderlin une tendance au sacrificiel, pour le coup. C'est-à-dire que, bon, le côté victimaire est très présent dans les premières lettres, et finalement, la conversion que vit Hölderlin est sensible au moment où on va aborder des figures qui sont des figures du sacrifice, mais qui ne sont pas là, mais qui ne sont pas la projection d'un moi sacrificiel de l'auteur. Donc, chez Hölderlin aussi, il y a un autre romantisme possible. Mais peut-être que la voie la plus séduisante restera celle du modèle Rousseau, qui peut devenir aussi bien le modèle Novalis. Enfin, on va désormais pouvoir, si vous voulez, multiplier ces figures modèles qui règnent en leur temps, comme les grandes figures du sacrificiel inversé. Dans cette grande généalogie des auteurs, il faudrait parler très longuement, mais je regarde l'heure, je ne pourrais pas le faire, enfin, il faudrait parler très longuement de Baudelaire. Il faudrait parler très, très, très longuement de Baudelaire. Alors d'abord, j'ose à peine le faire sous le regard de Jérôme, mais je pense que Baudelaire occupe une place extrêmement importante dans cette généalogie-là. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, il combine, pour le dire de façon là, très, très, très schématique, il combine un peu les deux tendances, Baudelaire. Il y a du sacrificiel inversé chez Baudelaire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a aussi un regard porté sur ce qu'il appelle le poncif, sur ce qu'il souligne comme une posture et peut-être aussi un mensonge. Baudelaire est aussi très conscient, si vous voulez, de ce qu'est la posture romantique, même si il ne renie pas le romantisme ni ne rejette le terme de romantique. Mais il déplace le schéma, il déplace très fortement le schéma jusqu'à produire une possibilité de sacrifice de la production elle-même, de la poésie elle-même, c'est-à-dire et en l'occurrence du langage. Ce que j'essaie de montrer dans le Baudelaire critique musical, c'est-à-dire en fait le critique musical, c'est le Baudelaire wagnérien, et ce moment tout à fait extraordinaire dans lequel Baudelaire dit s'être retrouvé à l'écoute de Tannhäuser, c'est un moment d'éternité qui plastiquement, si l'on peut dire, ou chromatiquement, se traduit par une sorte de suprématisme blanc. Donc on est là dans une sorte de sphère de silence, si vous voulez, qui met le langage lui-même en jeu et qui en fait un potentiel objet de sacrifice. Ce que l'on va retrouver, alors là, d'une façon extraordinairement élaborée, chez Mallarmé. Mallarmé met en danger le langage. Il met en danger le langage. Alors là, faut rendre hommage à un lecteur de Mallarmé, qui est Quentin Messayou, qui a écrit un ouvrage sur le coup de dé dans lequel il estime qu'il y a un décodage possible. Et le code mallarméen du coup de dé, c'est un code qui, Mallarmé le sait parfaitement, qui aurait pu ne jamais être trouvé. Donc, si vous voulez, en jouant le coup de dé, le coup de hasard sur la lecture même du sens de son œuvre, Mallarmé met lui aussi la production poétique en danger, dans un danger qui est un danger qu'on peut assez raisonnablement, je crois, qualifier de sacrificiel. Alors,
vous le voyez, donc le schéma peut prendre, si vous voulez, des allures, pour employer le mot de Roland Barthes, un peu batmologiques, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré, en quelque sorte, enfin, il peut s'enrichir, hein, au passage de Baudelaire, au passage, enfin, de Mallarmé, il peut s'enrichir de façon tout à fait extraordinaire. Alors, j'en arrive au partage d'écran, et donc, bon, de façon un peu arbitraire, hein, mais pas complètement, encore une fois, puisque chronologiquement, ça me permettra d'aller plus loin dans le temps. Alors, de commencer dans un 19e siècle déjà entamé et d'aller jusque dans ce temps des avant-gardes, encore que c'est vrai avec Mallarmé, on y est dans le temps des avant-gardes. Alors, je commence par la voie dissidente, c'est-à-dire par cet autre romantisme possible. Et avec un dialogue là avec d'autres historiens de l'art qui se sont penchés de façon assez passionnante sur un tableau de Turner, qui est le Régulus de Turner de la Tate Gallery de Londres. La question est simple, est-ce que Régulus est face au tableau, c'est-à-dire assimilable au peintre peignant le tableau, ou bien est-ce qu'il est dans le tableau? Alors, évidemment, s'il est lui-même, si le peintre est lui-même Régulus, évidemment, c'est un peintre sacrificiel. Hein, puisque Régulus, donc, c'est ce général romain à qui les Carthaginois demandent d'aller plaider la paix auprès du Sénat, en échange de son serment de revenir se constituer prisonnier, ce qu'il fera, puisque c'est un homme d'honneur et de parole, Régulus, mais en revanche, il ne plaidera pas la paix mais la guerre, et pour la peine, les Carthaginois lui feront subir un terrible supplice, ils lui découperont les paupières et l'attacheront face au soleil. Alors, si Régulus est le peintre, si Turner est Régulus, évidemment, Turner se vit en figure sacrificielle. C'est par exemple le point de vue de Pierre Watt. Alors, personnellement, je ne crois pas. Je crois que Régulus est dans le tableau. Il est là. Alors, il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Vous voyez le curseur là, bon, voilà, il est tout petit. Alors, on le voit un tout petit peu mieux dans la gravure, hein, qui est tirée. Voilà, hein, là on voit un personnage là, qui se détache par sa blancheur. Voilà, alors je crois qu'il a, mais bon, là évidemment c'est une hypothèse, cette hypothèse vaut l'autre, si vous voulez. Mais enfin quand même, la gravure, elle est faite quand même sous la direction de Turner et elle est intitulée l'embarquement de Régulus. Donc ça veut dire que là, c'est le moment où Régulus repart pour Rome. Et en fait, le tableau, là, à ce moment-là, le tableau de Turner, ce serait la promesse de son supplice à venir, si vous voulez. D'une part. Et d'autre part, je crois qu'il y a quand même un très fort hommage à Claude Lorrain. Et Claude Lorrain pratiquait ce genre d'énigme. Où est le titre du tableau? Alors, le Claude Lorrain, c'est un Lorrain du Louvre, qui représente Ulysse remettant Chryséis à son père. Hein, on est au début de l'Iliade. Et alors, Ulysse remettant Chryséis à son père, ils sont là, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus grands que... Là, on est certain qu'ils sont là, si vous voulez. C'est une astuce assez maligne de la part des peintres, parce que avant de trouver le sujet du tableau, il faut au moins y rester une bonne dizaine de minutes. Et je crois que c'est ce qu'a fait Turner en pensant à Claude Lorrain. Bon, là, je m'amuse un peu, si vous voulez, avec ce tableau. Je ne lui, si vous voulez, je vais pas lui faire jouer un rôle plus important qu'il n'a dans cette démonstration-là. En revanche, je crois qu'il faut vraiment s'arrêter sur un contemporain de Turner qui est Blake, William Blake. Blake, bon, il y a
il y a une propension hérésiarque, si vous voulez, chez Blake, ça ne fait pas de doute. Mais en même temps, le christianisme de Blake, lui, contrairement à ce qui se joue chez les jeunes romantiques allemands à la même époque, le christianisme de Blake, je crois, lui interdit cette projection sacrificielle auto-centrée. Et d'ailleurs, dans toute sa production écrite, quand on a de l'explicite, c'est quand même plus confortable, si vous voulez. Et il se trouve que Blake a beaucoup écrit. Dans toute sa production écrite, difficile à interpréter, difficile à comprendre, là, on est évidemment d'accord là-dessus, mais la mythologie blakeenne, si vous voulez, à la limite, elle est plus proche du Seigneur des Anneaux en termes, si vous voulez, de création de mythes et de figures mythologiques que de ce qui se passe dans l'Allemagne de son temps. Et Albion, le géant Albion, c'est une figure sacrificielle, mais cette figure sacrificielle, ce n'est en aucun cas Turner. Hein, et Turner, pour Turner, la figure sacrificielle, ça reste le Christ. Et parce que la figure sacrificielle reste le Christ, Turner appartient à cette autre voie qui n'endosse pas, c'est-à-dire qui n'intériorise pas le sacrificiel. Dans cet autre romantisme possible, j'ai envie de situer aussi Goya. Alors, Goya, évidemment, on a très peu de choses écrites. Hein. Les lettres à son ami Zapater s'arrêtent en 1799. Bon, et puis elles se font d'ailleurs rares pendant les années 90. On a peu de choses, peu d'écrits dans lesquels Goya parle de lui. Et cependant, je crois qu'on a suffisamment, on est suffisamment fondé en regardant ces tableaux à dire qu'au fond, Goya est au clair avec la question du mal. Le mal, il n'est pas un cercle d'hostilité dans le monde social qui est immédiatement prêt à se tourner contre lui, l'artiste. Et le mal, il en connaît, si vous voulez, il en connaît les phases, il en connaît les doubles faces. Le 2 et le 3 mai, je commence par le 3. Bon, évidemment, le 3 mai, on pourrait dire qu'il y a les bons et les mauvais, hein, les partisans espagnols et les terribles soldats de Murat. Mais en réalité, c'est pas si simple, parce que le 2 mai, hein, donc le tableau, si j'avais respecté l'ordre chronologique, le tableau le premier, c'est celui-là, bien sûr. Mais le 2 mai, vous voyez bien que la violence qui se déchaîne, c'est une violence qui ne permet pas, si vous voulez, d'y reconnaître forcément les siens. Le tableau est devenu, le diptyque, les deux tableaux sont devenus une sorte de monument national, mais peut-être aussi du fait d'un certain malentendu entre le public et l'esprit de Goya. C'est vrai aussi pour ces figures de sorcières. Les sorcières de Goya, ce sont des sorcières qui sont vues avec les yeux d'un homme des Lumières. C'est un artiste des Lumières aussi. C'est-à-dire que contrairement aux Allemands, c'est pas quelqu'un qui rejette l'héritage des Lumières. On le sait bien, loin de là. Ça aussi, c'est une autre forme de romantisme, un romantisme qui ne rompt pas avec l'héritage des Lumières. Et les figures de sorcières, elles peuvent être prises aussi sous les deux faces, en quelque sorte. Hein, la sorcière comme véhicule de l'obscurantisme et d'une forme aussi d'abrutissement, très souvent dans les caprices, là, qui datent de 1799, ou bien la victime, bien sûr. Hein, la victime avec son couvre-chef, là, qui était le capirote, si je me souviens bien, hein, qui désigne les personnes devant passer devant le tribunal devant la Santa, hein, le tribunal de l'Inquisition. Et ce jeu à double face du mal, on le retrouve aussi dans les désastres de la guerre. Ces désastres de la guerre que, contrairement au 2 et au 3 mai, il n'a pas voulu montrer à ses compatriotes espagnols. Pour cette raison-là, c'est que l'ambiguïté, l'équivoque
la désignation même du mal n'aurait pas pu passer auprès de ses contemporains, enfin surtout de ses compatriotes. Alors j'avance un tout petit peu. Bon, la Maison du Sourd, ce sont les dernières œuvres de Goya avant l'épisode final, celui de l'exil à Bordeaux. Bon, ce cercle, on pourrait dire, voilà le cercle d'hostilité avec cette grande figure négative qui interrompt en quelque sorte, comme au sens du négatif photographique, qui interrompt la composition, mais c'est pas sur Goya qu'elle se referme, c'est possiblement sur l'innocence, la jeune femme, dont on sait d'ailleurs de qui il s'agit, qui se trouve en l'occurrence là sur le bord du cercle. Vous voyez. Donc le mal chez Goya prend donc une autre tournure. Alors, en écho aux romantiques de 1800, les frères Schlegel, Novalis, il faut revenir en Allemagne. Et je vous montre alors là les deux tableaux peut-être les plus célèbres de Caspar David Friedrich, d'abord parce que ce sont les plus grands. Friedrich a rarement pratiqué le format d'histoire, c'est-à-dire le très grand format. Il l'a pratiqué en 1810 pour une sorte de diptyque, là aussi, le moine au bord de la mer et l'abbaye dans une forêt de chênes. Et on a par des éléments, de très brefs éléments autobiographiques, on est fondé à désigner le moine comme la figure de projection, l'écran de projection de Friedrich lui-même. Là, il n'y a pas de doute. Donc, si Friedrich est le moine du bord de la mer, il est très probablement le moine enterré, puisqu'en fait, c'est un cortège qui va mettre un corps qui va mettre un cercueil dans la tombe d'un cimetière ici. C'est une figure de Friedrich à l'intérieur même du cercueil, là, quand même, qui nous est donné à voir, même si c'est une façon évidemment beaucoup trop simple. Mais les écrits de Friedrich, les écrits autobiographiques, sont des écrits aux échos rousseauistes, alors sur le versant pour le coup, presque paranoïaque, très très fort. C'est-à-dire que là, vraiment, le sentiment d'une unicité très forte face à une hostilité, elle aussi très forte, là, on ne l'invente pas s'agissant de Friedrich. Elle est inscrite dans les lettres et dans un certain nombre de propos. Alors, en France, je vais très vite pour arriver à une figure importante qui pourrait être désigné comme j'ai parlé tout à l'heure du modèle Rousseau, du modèle Novalis, du modèle Baudelaire. Bon, on pourrait parler d'un modèle Courbet. On pourrait parler d'un modèle Courbet. Courbet a eu un écho tellement puissant à travers en particulier à travers la critique d'art, qui se scandalise à partir de 1849 de sa production, salon de 49-50, l'enterrement à Ornans, ça. Bon. Donc Courbet est une vedette. Courbet est une star véritablement dans l'art français des décennies 1850-1860. Et la construction de la figure de l'artiste, si vous voulez, est tout à fait patente. C'est-à-dire que Courbet au centre du monde. Alors évidemment, on pourra toujours dire bon, mais c'est une forme d'égotisme, c'est un orgueil démesuré, et après tout, depuis Michel-Ange, depuis Cellini, si certains parmi vous ont lu le journal de Cellini était d'un orgueil démesuré. Bon, donc l'orgueil chez les artistes n'est pas une chose nouvelle, non, bien sûr, mais nourrir ce sentiment de soi
par la production d'un schéma d'hostilité, ça évidemment c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Songez à au moteur de l'histoire de la peinture au siècle précédent. Watteau est acclamé par l'Académie alors qu'il arrive avec une façon de peindre complètement nouvelle. Vous voyez, bon, il n'y a pas de conflit et pas de conflit de génération au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle est un siècle conflictuel et ces conflits, évidemment, ils sont toujours présentés de la même manière par l'historiographie, c'est-à-dire, l'historiographie joue le jeu des artistes eux-mêmes qui ont désigné le monde comme un monde hostile, mais en réalité, cette hostilité, elle est d'abord et avant tout le produit d'une construction. Alors, peut-être la première œuvre que l'on ait des mains ou de la main de Courbet, c'est un dessin qui est conservé au Metropolitan Museum de New York, qui peut dater de 38, 39. Bon, c'est vraiment très très tôt là dans la carrière, dans la production de Courbet. C'est un autoportrait. C'est un autoportrait de Soto Insu, comme on dit dans le langage d'atelier, avec ce doigt pointé on pourrait presque voir un autoportrait en Jean-Baptiste, en Saint Jean-Baptiste. Donc, le Messie, l'annonce du Messie, l'annonce qui est faite déjà. Bon, et alors, les années 1840 sont dominées par la production des autoportraits. Et ces autoportraits sont extrêmement intéressants parce qu'on passe de l'autoportrait en artiste à l'autoportrait en victime. Et vraiment, les deux sont complètement imbriqués. Alors, en artiste, on a le violoncelliste, on a l'homme à la ceinture de cuir qui porte le porte-craie, et on a le sculpteur. On a le sculpteur qui est conservé dans une collection particulière, si je me souviens bien. Donc, autoportrait de jeunesse. Et alors voilà, ces autoportraits en artiste donc viennent en quelque sorte s'intercaler avec les autoportraits dits romantiques, enfin où Courbet semble donner libre cours à un tempérament romantique, oui sans doute, mais c'est toujours d'une façon très canalisée la représentation donc d'une victime, la victime pouvant être poussée au suicide, comme dans le tableau d'Oslo, le fou de peur, pouvant être donc alors ici le désespéré qui est très très célèbre. La victime dans tous ses états, l'homme blessé, peut-être le dernier de la série, là, vers 1849-50, avec cet apaisement particulier qui est lié, si vous voulez, à la transformation d'un tableau de type hédoniste, où il y avait la radiographie l'a montré, c'était la compagne de Courbet qui dormait auprès de son amoureux. Le premier tableau était celui-là. Et le tableau est devenu donc le duelliste touché à mort, qui est en train de donner son dernier souffle de vie. Le point d'aboutissement, c'est l'atelier. Le point d'aboutissement, c'est l'atelier qui est la grande page autobiographique de Courbet, l'atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale, le titre entier au moment de sa présentation où, dans le fameux pavillon du réalisme en 1855, puisque évidemment Courbet ne se plie pas à la règle du jeu qui aurait consisté à faire un certain nombre d'envois à l'exposition universelle, et il aurait évidemment
demander des mètres de simèse très, très considérables, hein, pour l'enterrement à Ornans, pour l'atelier, etc. Et donc, on lui oppose un refus. Et donc, Courbet, ce refus tombe à pic pour Courbet, évidemment, puisqu'il va produire son exposition personnelle dans un pavillon qu'il fait construire à ses frais, ou plus exactement aux frais de son ami et mécène, le banquier montpelliérain Bruyas, qu'il n'arrivera jamais à rembourser. Bon, et dans le salon du réalisme, le tableau manifeste, c'est évidemment l'atelier. Hein, l'atelier où Courbet est au centre du monde. Le voilà, le peintre au centre du monde. Le peintre dans le triptyque qu'on a parfois comparé, hein, à un jugement des âmes, si vous voulez, les réprouvés et les damnés. Alors les damnés ne sont pas tous des damnés, puisque en fait le monde, hein, vous avez le monde et le monde de l'art. Alors le monde tout court, c'est un monde des dominations. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un monde des dominations. Alors, le rébut est extrêmement difficile, on n'est pas très, très sûr d'avoir été jusqu'au terme de sa lecture. Mais donc domination économique, domination géopolitique, la présence du chinois, possiblement de Garibaldi, domination politique, le garde-chasse qui n'est autre que Napoléon III déguisé, et au milieu de tout ça, ce que Courbet appelle les défroques du romantisme, hein, c'est-à-dire donc il abandonne ce romantisme, hein, sur lequel il a vécu pendant la décennie précédente, au profit donc d'un discours plus réel. L'allégorie devient réelle. C'est bien une aporie. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une allégorie réelle, hein? Eh bien, c'est tout le projet de Courbet qui fait pivoter donc sa création. Hein, la perspective est peut-être un tout petit peu ratée là, mais enfin, vers le monde de l'art, hein, le monde de l'art dans lequel on reconnaît en particulier la figure de Baudelaire, celle de Champfleury, etc. Mais la centralité ici, est évidente. Et cette centralité, elle, elle rebondit peut-être. Alors voilà. Alors là, on ne parlera pas de modèle Courbet puisque Hippolyte Bayard produit sa photographie en 1840. C'est un autoportrait en noyer. Hein. Alors, bon, Hippolyte Bayard, c'est un de ces inventeurs très, très attachants là, des origines de la photographie, qui se fait damer le pion par le système du daguerréotype, alors que lui est en train d'inventer un système papier bien plus efficace, bien sûr, mais le daguerréotype, hein, vous le savez, a été le procédé a été acheté par l'État, hein, et donné à l'usage libre au monde, à une époque où les photographes, en particulier les Anglais et les Français, sont dans une lutte constante pour les dépôts de brevets. Et ce pauvre Hippolyte Bayard, là, est victime d'un jeu de domination à l'intérieur du monde photographique, qui n'est peut-être pas très loyal, en tout cas à ses yeux, hein, et il se désigne en victime. Alors, à la fois cette recherche victimaire, cette obsession sacrificielle, on peut la voir se nicher, y compris même dans des titres de tableaux, que Cézanne peigne la maison du pendu à Auvers-sur-Oise ne me paraît pas tout à fait anodin, même si l'on sait que dans cette maison du pendu, qu'on appelait ainsi en son temps, il ne s'est peut-être jamais pendu personne. Mais Cézanne est une figure extrêmement intéressante pour notre propos, parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui va organiser son absence. Hein, d'abord, qui va se heurter systématiquement à l'échec. Hein, le salon, bon, il y a le salon de la fusion en 1863, et puis après, il n'y a qu'une seule fois, je crois que c'était en 84, que le salon accepte une œuvre de Cézanne. Mais lui, Cézanne, chaque année va à l'échec, imperturbablement, comme un métronome, il sait que ses œuvres vont être refusées au salon. Et de ce refus, en quelque sorte, il forge sa propre personne et sa personnalité aussi, jusqu'au moment où
le césanisme existe enfin à Paris. C'est le moment de 1900, l'hommage à Cézanne de Maurice Denis, où l'on voit tout le gratin, là, des nabis réunis autour d'une de ces natures mortes. Bon, eh bien, à ce moment-là, Cézanne ne met plus les pieds à Paris. Il devient l'anachorète de la Sainte Victoire et on va rechercher une espèce de parole oraculaire, Joachim Gasquet, etc., qui vont recueillir les propos cézanniens dans lesquels ces propos, ça je crois que c'est à Ambroise Vollard, il se compare à Moïse qui va mourir sur le seuil de la terre promise, hein, sans pouvoir en fouler le sol. Donc la sacralité, si vous voulez, que l'on retire de ce type de situation, Cézanne en est d'une certaine façon tout à fait conscient. Tout comme, mais là, ça j'avais terminé, je crois, le mois dernier là-dessus, donc je n'y reviens pas, et je crois que là, faut que j'accélère un tout petit peu, tout comme, évidemment, Gauguin, hein, Gauguin qui se peint dans le portrait, qui se peint en misérable. Alors c'est quoi? C'est Jean Valjean en fait. Hein. C'est Jean Valjean dans cet échange des portraits qu'il pratique à Troyes avec Émile Bernard et Van Gogh. C'est le Saint Jean-Baptiste, là aussi, encore une fois, hein, dans le tableau de la Galerie nationale de Washington. Mais ça peut être, et là on voit bien évidemment là, le jeu un peu pervers de Gauguin, ça peut être Gauguin un Gauguin démoniaque, si vous voulez, aux oreilles pointues et aux mèches de cheveux qui semblent bien désigner quelque chose comme un diable, dans l'autoportrait, le très bel autoportrait à Eugène Carrière. Donc, si vous voulez, il y a une utilisation de la figure sacrée chez Gauguin. Hein. Le dernier... enfin non, l'avant-dernier autoportrait qu'on a retrouvé dans la maison du Jouir en 1903 à la mort du peintre est intitulé Au Golgotha. Vous voyez, bon, voilà. Alors, juste un mot pour dire, on va pouvoir dire, bon, ça existait déjà. Je crois pas. C'est-à-dire que bon, évidemment qu'on est en droit de reconnaître dans l'autoportrait là, le très célèbre de Dürer là du musée de Munich, on est en droit de reconnaître un Salvator Mundi. C'est vrai, bien sûr. Mais ce qui autorise Dürer à donner ses traits à la figure du Christ, c'est quoi? C'est la réciprocité évangélique qui est inscrite en particulier dans les deux épîtres, surtout le second de Paul aux Corinthiens, hein, où il évoque le visage du Christ comme un miroir. Hein, ce miroir, on le retrouve dans une sainte face de Dürer, dans les yeux même du Christ, effectivement, puisque ses yeux, vous le voyez, qu'est-ce qu'il reflète? Il reflète une fenêtre du XVIe siècle. Hein, donc, la réciprocité, là, est j'allais dire, théologiquement bordée. Même si le cas très singulier de Dürer, la mélancolie, etc., bon, on pourrait en discuter très longtemps. Bon, je crois là que j'ai déjà un peu dépassé le temps. Alors bon, j'aurais souhaité dire un mot, juste un mot de Rodin, parce que Rodin, c'est une figure intéressante, parce que Rodin, loin d'être un réprouvé comme Gauguin ou Van Gogh, je ne vais pas parler de Van Gogh, j'aurais pu en parler évidemment, ou un absent comme Cézanne, en 1900, c'est le sculpteur absolu. Si vous voulez, en 1900, vous avez un peintre absolu, sauf que le peintre absolu, c'est Rembrandt, c'est donc un peintre mort, et vous avez un sculpteur absolu, et lui, il est bien vivant, absolu à l'échelle européenne et occidentale, parce que bon, le nombre de collectionneurs américains qui s'arrachent les œuvres de Gauguin, les œuvres de Rodin à cette époque est considérable. Donc oui, il y a un sculpteur absolu. Eh bien, malgré cette centralité-là vécue, hein, il est un phare de son vivant, incontestablement. L'idée de produire en martyr de l'art, elle est très présente dans les propos de Rodin. Elle est très présente. Et il a construit
cette vision dans une espèce d'osmose, de mélange avec les propres figures qui sortent de ces mains de modeleur, si vous voulez. L'âge d'airain, avec la cicatrice là, de ce personnage qui est tout à la fois en train de s'effondrer et de s'éveiller à l'immortalité. Bien sûr les bourgeois de Calais, mais aussi et peut-être et surtout cette espèce de pierre météorite juchée dans le sol avec une violence inouïe, qui est le Balzac, hein, dont peut-être au fond le meilleur commentaire serait, enfin, enfin, en tout cas bien meilleur que n'importe quoi que je puisse dire. Je pense que ce serait le tombeau d'Edgar Poe par Mallarmé. Il y a quelque chose là, il y a une résonance incroyable, hein, entre le tombeau de Mallarmé, le tombeau d'Edgar Poe de Mallarmé et la figure sculptée de Rodin. Rodin lui-même pouvant, vu par l'œil du photographe Steichen, pouvant devenir cette espèce de dieu vivant. Et qui, après l'échec, parce que c'est quand même un échec, c'est un échec au sommet de la gloire, mais le Balzac, évidemment, c'est un échec, vous le savez, et après cet échec, va pratiquer une sculpture très, très, très singulière qui va fragmenter le corps. Et là aussi, évidemment, je crois qu'on pourrait en disserter très longtemps. Alors, les origines de l'art moderne, nous y voici, le temps des avant-gardes, nous y voici, avec les origines de ce qu'il faut bien appeler l'expressionnisme. Les pères de l'expressionnisme, bon, j'ai décidé de faire l'impasse sur Van Gogh. C'est presque trop simple de parler de Van Gogh là, dans cette perspective, si vous voulez. Mais bon, Edvard Munch, donc la foule chez Munch, comme une foule hostile, de toute évidence, ou tout au moins inquiétante, produisant l'anxiété, voire même la crise de folie. Enfin, bon. Et le cri est étudié d'abord comme une sorte, hein, de figure centrale au milieu d'une foule. Milieu de foule pour le Golgotha de 1900, hein, et foule toujours très inquiétante. Là, on est quand même en plein expressionnisme munchien, hein, avec les travailleurs de 1915. Bon, Ensor, j'en avais dit un mot. Je prends juste une minute pour parler de Picasso quand même, parce que quand Picasso vient à la peinture à Paris, on est en 1901, et 1901, c'est l'année de la redécouverte de Van Gogh. Et donc, on peut en parler maintenant de Van Gogh, c'est-à-dire qu'il met ses pas dans les pas de Van Gogh pour rendre hommage à un peintre suicidé, qui est son ami espagnol, Casagemas, qui se suicide en 1901. Et là, si vous voulez, c'est tout naturellement le langage de Van Gogh, hein, que s'approprie Picasso pour cet hommage, pour ce martyrologe, hein, de l'artiste suicidé. L'artiste suicidé qui vient nous parler d'outre-tombe, puisqu'on le retrouve ici, hein, l'ami de Picasso, en 1903. Donc, il y a toute une série donc, de figures posthumes de Casagemas. Si bien que le moment, évidemment, de bascule, c'est le moment où la violence va s'extérioriser. Après un siècle et plus de violence intériorisée, voilà que la violence s'extériorise. Elle s'extériorise à partir de certaines œuvres des périodes bleues et roses, comme par exemple le Harem du musée de Cleveland, hein, qui date de l'année 1906, donc un an avant les Demoiselles d'Avignon. On a les protagonistes à peu près, mais on a du récit là-dedans. Hein, on a la Célestine, on a un homme, on a des femmes nues, on a un titre, le Harem, enfin, donc on a du récit, comme il était prévu de mettre du récit, si je puis dire, dans les Demoiselles d'Avignon, avec deux figures masculines. Hein. Là, je dis des choses que tout le monde sait, mais enfin, je le rappelle, hein, avec donc la figure de celui que l'on appelle l'étudiant, qui pénètre dans l'espace portant un crâne. Hein, donc, c'est cette présence de la mort qui va être finalement expurgée. Alors, le voici ici seul. Hein, il y a déjà un des deux hommes qui semble avoir
quitter l'espace, et puis finalement il n'y a plus d'hommes du tout, et il reste les 5 femmes, résultat d'un jeu de massacre plastique, si vous voulez, qui vient dans ce point de bascule, hein, où désormais la violence va être endossée par l'expression artistique. Et c'est vrai aussi dans ces mêmes années, enfin un tout petit peu plus tard, en 1913, dans un moment extrêmement célèbre, là aussi, hein, et qui clôt le livre dont on parle, sous la forme d'une espèce d'épilogue, le Sacre du printemps, j'allais presque dire de Nijinsky, parce que ce qui m'intéresse presque plus que l'extraordinaire partition là, de Stravinsky, c'est la chorégraphie de Nijinsky qui a été heureusement reconstituée en 1987, je crois, par le Joffrey Ballet de Chicago, si je me souviens bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le cercle des jeunes filles qui dansent dans le second acte, et l'une d'entre elles tombe. Et c'est ce moment-là qui est le moment décisif, puisque le fait de tomber, alors qu'elles sont toutes identiques, hein, même vêtements, même coiffure, etc., même geste dans la chorégraphie, c'est le fait de tomber qui la désigne comme la victime, qui va se situer désormais au centre du cercle, et qui, dansant jusqu'à l'épuisement et jusqu'à la mort, sera sacralisé dans le dernier tableau, si je puis dire, de la représentation, avec ces chamans, figures là de l'indifférenciation sauvage, si vous voulez, qui viennent porter son corps en triomphe. Il se trouve que Nijinsky, quelques années plus tard, sombrera dans la folie, et que l'on a deux types de documents tout à fait extraordinaires de ce moment. Donc, alors là, le moment du psychotique, là, la crise psychotique de l'hiver 1918-1919, avec les carnets. C'est presque plus étonnant que le journal d'un névropathe du président Schreber, hein, parce que là, on a vraiment la prise au jour le jour des États. Et ces États sont des États de centralité et de concernement. Exactement ces États-là, qui font l'objet des œuvres plastiques qu'il produit à cette époque, qui sont justement extraordinairement centrés. Je ne dis pas que ce sont des chefs-d'œuvre de l'art moderne, hein, encore que c'est quand même très, très, très intéressant, cette production de Nijinsky. Mais Nijinsky, là, va jusqu'au-delà d'un terme qui était une borne pour les artistes de son temps, mais qui était aussi une référence, c'est-à-dire la folie. La fin du XIXe siècle est marquée par une fascination pour cet état qui, d'un point de vue pathologique, là, bien sûr, est à la fois celui du concernement et celui de la centralité. Et toute la culture, ou enfin des pans entiers, excusez-moi, il ne faut jamais généraliser, mais des pans entiers de la culture de la fin du XIXe siècle, ces pans qui sont en particulier très concernés par l'héritage nietzschéen, hein, Nietzsche qui voudrait bien ressusciter le grand Pan, hein, ou Dionysos, hein, donc le dieu fou, ou le dieu qui rend fou. Hein, Nietzsche joue là le rôle d'un grand coryphée, si vous voulez, c'est le cas de le dire, hein, en désignant l'idéal culturel comme un moment d'ivresse où toutes les barrières entre l'identité de soi et les identités environnantes s'effondrent justement sous l'effet dionysiaque, si vous voulez, hein, et où l'on peut se sentir pleinement au centre du monde. Donc c'est le moment, si vous voulez, où la culture vient vraiment s'approprier cette figure
qui aura décidément marqué, je crois, l'histoire de l'art et sans doute aussi l'histoire de la littérature pendant ce très long 19e siècle. Très long aussi, ma communication, mais qui, je vous rassure, là s'achève maintenant. Et je vous remercie de m'avoir laissé un tout petit peu déborder le temps. C'est nous qui te remercions, qui vous remercions, Jean, bien sûr, pour cet exposé extrêmement abondant de suggestions, d'images et de réflexions. Alors, je suppose que chacun a 1000 questions par devers soi à vous poser. Et donc, je ne sais pas trop comment distribuer la parole, afin que chacun qui veut la prendre la prenne. Avant que chacun ne se décensure, je peux poser moi une question. Alors, puisque vous avez mentionné au début le titre du livre de Girard, Mensonges romantiques et vérités romanesques, pensez-vous donc, Jean, que cette façon qu'ont eu les romantiques de Rousseau à Picasso de s'imaginer, au fond, au centre d'une foule persécutrice, cela fut un mensonge, cela fut une illusion, cela fut une auto-idolâtrie, une forme de l'orgueil, de se prendre en somme pour le Christ, puisque vous dites d'autre part que Blake, lui, avait déjà, disons, la bonne victime et n'avait pas besoin de se prendre à son tour pour une telle victime. Pensez-vous donc que le romantisme soit ou un mensonge, ou une auto-idolâtrie, ou une religion de travers, voilà. Un peu de tout cela, mais avec beaucoup de nuances et évidemment en fonction des personnages, des figures, des courants peut-être aussi considérés. C'est-à-dire que bon, chez les très jeunes gens là, du centre de l'idéalisme allemand, hein, à Iéna, ou je crois que c'est à Iéna que l'on produisait la revue l'Athénéum. Et là, je crois que oui, on se laisse fasciner. Je crois qu'on se laisse vraiment fasciner par une forme d'illusion. J'irai jusque-là. Et donc, on se ment à soi-même. Et je crois effectivement que Goethe, dans sa sagesse, Goethe n'est pas toujours un personnage très sympathique, surtout avec les jeunes gens qui viennent le solliciter. Mais je crois que Goethe, dans sa sagesse, là, l'avait vu venir d'une certaine façon. Mais évidemment, à l'autre bout de la chaîne, il y a un Baudelaire qui, lui, ne veut pas sombrer dans le mensonge. Hein. Et en même temps, Baudelaire est évidemment concerné par la construction de l'image du poète en dandy. Hein. Il n'échappe pas complètement à cet appel, mais il procède à une sorte de dédoublement des questionnements, si je puis dire, pour rester dans une forme de maîtrise, hein, de ne pas se laisser entraîner dans un système d'illusion. Le jeune Courbet oui, le jeune Courbet est dans l'illusion de lui-même, incontestablement, et c'est très producteur. Hein, parce que c'est quand même ça qu'il faut souligner, c'est que en se situant au centre du monde, dans un lien d'hostilité aux autres, mais ça, je crois que j'avais conclu la dernière fois là-dessus, on crée un espace, hein, on crée un très très vaste espace. Et cet espace, c'est aussi un espace de liberté, un espace de liberté qui, à mon avis, est nécessaire pour expliquer l'extraordinaire accélération de la création de formes nouvelles, formes poétiques, plutôt dans les années, la poésie, là, peut-être un petit peu en avance sur les arts visuels, les années 1870, 1880, la décennie 1905-1915,
15, un peu là, comme un moteur à explosion, là où tout est concentré. Là, il suffira voilà, de tout, de tout dilater en quelque sorte pour avoir l'art du XXe siècle. Donc, cet extraordinaire jeu de conquête des formes n'a pu s'opérer, à mon avis, qu'en dégageant autour de soi un vide. Ce vide, c'est ce qui sépare donc ce moi artiste du cercle d'hostilité et qui, d'une certaine façon, donne aussi les coups des franches. Merci pour cette réponse. Évidemment, du coup, 1000 questions me viennent, mais d'autres voudraient prendre la parole. Avant que d'autres la prennent, je repose alors ma question autrement. Cette productivité de la position victimaire met-elle au jour des œuvres aussi illusoires que cette position elle-même, aussi mensongères que cette position elle-même, ou les œuvres mises au jour par la vertu de la productivité de la position victimaire sont-elles douées tout de même de vérité? Pour poser la question autrement, il faut faire valoir que le monde social dans lequel ces artistes romantiques se sont trouvés était lui-même un monde parfaitement leurré, était lui-même un monde assujetti à une illusion collective, était lui-même un monde régi par des représentations qui sont des fictions et qui sont des malédictions pour tous et pour chacun. Et par conséquent, ne fallait-il pas qu'ils eussent le courage d'adopter une position victimaire pour, à la faveur de celle-ci, critiquer ce monde. Autrement dit, quand Rousseau se met au centre d'une foule fantasmatiquement hostile, n'a-t-il pas le pouvoir de dire que cette foule existe bel et bien en tant qu'aliénée, sinon en tant que persécutrice, du moins en tant que persécutrice de la vérité elle-même, étant aliénée? Autrement dit, le monde extérieur n'est-il pas encore plus auto-idolâtre, encore plus mensonger, encore plus fictif que ne l'est la victime elle-même qui parvient à le dénoncer par sa position victimaire? Oui, alors bon, je crois que enfin, je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que bon, il est certain que Rousseau est le contemporain d'un phénomène très, très neuf au XVIIIe siècle, quelque chose comme l'institution du public. Bon, il y a un livre d'Habermas très, très important sur l'invention du public au XVIIIe siècle. Et effectivement, c'est une entité nouvelle, l'entité du public, qui déboussole sans doute très fortement les contemporains. Avoir la faveur du public, etc. On a des échos de cette sorte-là de sociabilité, par exemple dans Le Neveu de Rameau de Diderot. Bon. Alors, chez Diderot, je crois que quand Diderot décrit la sociabilité des salons dans lesquels, enfin, par l'intermédiaire du neveu à ce moment-là, du neveu de Rameau, donc là, Diderot, je crois, essaie de mettre au jour, effectivement, une réalité contemporaine, celle qui consiste à faire tourner les boucs émissaires à l'intérieur d'un cercle. C'est ce que dit à un moment le neveu de Rameau. On y est un peu tous passés, mais quand je suis moi-même du côté des bourreaux, c'est très jouissif. Bon. Et donc, ce que veut faire Diderot, là, c'est quand même une mise au jour. Bon. Même chose d'ailleurs d'une certaine façon pour la religieuse. La religieuse, c'est une figure victimaire, ô combien. Hein, et cependant, il n'y a pas ce stratagème. Parce que là, Jérôme, vous parlez d'une sorte de stratagème qui va chercher quelque chose comme un second degré pour pervertir la perversion.
c'est pas du tout c'est pas du tout une position générale, alors même que un certain nombre de contemporains de Rousseau voient le phénomène. Je pense en particulier à Diderot, à Diderot, oui, oui, oui. Oui. Alors, donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour continuer cette conversation passionnante? Oui, Benoît? Oui, Jérôme, je voudrais rebondir sur ce que tu viens, enfin, sur les questions que tu viens de poser à Jean et demander à Jean si la thèse latente de tout son propos n'est pas tout simplement que dans cette structure renversée du sacrifice qui est fondamentalement, selon toi, la modernité, nous sommes, avec ce mouvement irréversible qui s'ouvre après Rousseau, dans l'oscillation constante entre deux visions mensongères et véridiques du moi, deux visions sacrificielles et christiques, au sens où il faut toujours passer de l'un à l'autre en quelque sorte, et que c'est là que se situe la pulsation même de la modernité. Il y a toujours un moment suicidaire, un moment sacrificiel, on peut l'appeler fondateur de la subjectivité moderne, ou fondateur de cette illusion incroyable, romantique, qu'est la littérature absolue. Et il y a un deuxième moment tout à fait dialectique qui n'est plus ce que on appellerait la littérature absolue, mais avec Sartre peut-être la littérature totale, qui est un autre type de subjectivité, qui critique la précédente. Il faut qu'il y ait une subjectivité première qui soit tyrannique, qui soit auto-affirmative, pour qu'il y ait une subjectivité seconde qui soit réellement autocritique. Il faut qu'il y ait du sacrificiel et du christique. Et le sacrifice a cette ambivalence. Donc on ne peut pas se passer de ce terme, mais il a deux sens différents qui ne sont pas contraires, puisqu'ils indiquent les deux pôles d'une oscillation fondamentale, oscillation de la subjectivité ouverte dans la modernité. Oui, 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 je crois que tu as très bien dit quelque chose comme une espèce de dialectique du phénomène. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. De toute manière, bon, moi j'ai bien envie de continuer l'aventure jusque dans un temps qui pourrait être le temps sartrien, ce moment où après l'intériorisation, quelque chose comme une violence ressort. Cette violence, bon, elle n'est pas forcément sacrificielle dans les arts du XXe siècle. La violence est omniprésente. Et ce qui m'intéresserait, c'est de voir ce que la production artistique peut amener de savoir, hein, au sens d'un savoir littéraire qui n'est pas celui du concept, qui n'est pas celui de la philosophie. Et donc de continuer à mener l'aventure. Et alors en particulier, oui, mais bon, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver, dans le cinéma, oui, oui, oui. Essayer de voir ce qui... Est-ce qu'on est toujours en ligne? On a Oui, été... Ah pardon, il y a eu une... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une irruption. Ma connexion parfois se coupe. Irruption d'un phénomène imprévu. Oui, mais justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu évoques, essayons d'éprouver le caractère véridique de cette structure que tu dégages. Poussons d'un cran, on a parlé de Sartre, par exemple. Prenons le Sartre de l'être et le néant d'un côté, celui qui est le penseur génial de la liberté, d'une liberté absolue, et nous retrouvons cette subjectivité auto-affirmatrice, en quelque sorte. Et puis prenons l'autre Sartre, qui est celui de 61, de la critique de la raison dialectique, où la figure de l'auto-affirmation devient paradoxalement, notre ami Paul Dumouchel nous l'a très bien montré il y a quelques années, la figure du traître, la figure de celui qui est au centre de la foule en fusion, qui va le liquider en quelque sorte. Où là, on a quelque chose que Girard avait bien vu, à mon avis, chez Sartre, qui est l'impossibilité chez lui d'atteindre à cette plénitude de la littérature totale, puisque le deuxième acte de Sartre est réellement un suicide. On a réellement affaire là à la tentative chez lui de passer à l'idée d'une liberté collective, mais par sacrifice de ce qui avait été l'auto-affirmation de son moi dans l'être et le néant. Là, on aurait en quelque sorte une figure réellement suicidaire, un suicide de la pensée. Et là, c'est une des impasses de la modernité. Oui, alors
Il se trouve que Sartre, si j'ose dire, me sert un peu d'ouvre-boîte. J'ai l'air comme ça d'être très bricoleur, mais, alors que je ne le suis pas du tout. Mais pour parler de Baudelaire. C'est-à-dire que bon, le Sartre de Baudelaire, je crois, reste intéressant. Le Sartre de Baudelaire, qui est de toute manière dans les dernières pages, enfin, je ne sais plus exactement à quel endroit de L'être et le néant. Mais et là déjà, cette impossibilité d'une plénitude, elle est déjà très très forte. Sartre ne peut pas concevoir une plénitude dans la figure de Baudelaire. Et donc, il faut mettre en contradiction bon, le petit opuscule qu'il a produit là, en 1947, si je me souviens bien, a amené beaucoup d'auteurs à lui répondre, et pas des moindres. Blanchot, Bataille, Bonnefoy, bon, même si Jérôme m'avait fait remarquer que ce n'était pas tout à fait une réponse, mais enfin, en tout cas, on peut voir chez Bonnefoy une position très anti-sartrienne. Bon, Blain, c'est un peu différent, mais eux rétablissent la plénitude en quelque sorte de Baudelaire contre Sartre, et non sans raison quand même. Cependant, la diffraction de l'image, je me regarde dans le regard des autres, etc., chez Sartre, c'est quand même un modèle d'analyse très précieux aussi. Voilà. Mais qui va jusqu'à jusqu'à nier en quelque sorte cette plénitude effectivement du poème baudelairien, et de Baudelaire lui-même. Enfin, oui. Et ça, là, les réponses qui lui sont faites, alors la réponse qui lui est, enfin, encore une fois, c'est peut-être pas une réponse tout à fait, mais enfin, ce que dit Bonnefoy sur Baudelaire est absolument magnifique, et je crois très fort. C'est-à-dire que bon, cette vérité de parole est la seule qui peut faire entrevoir l'essentiel, à savoir la mort. Et là, la question de l'auteur dans son miroir, qui serait le reste du monde le regardant, etc. Là, tout ça, évidemment, ne tient plus à ce moment-là. Oui, mais alors là, Jean, excusez-moi, mais en effet, si la vérité de parole est une vérité, alors forcément, le langage ordinaire, le langage de la socialité, le langage du concept est précisément une aliénation contre laquelle luttent tous ces artistes romantiques de Rousseau à Picasso, qui ont bénéficié de la position victimaire comme position critique à l'endroit du langage du concept. Ce que Sartre ne voit pas chez Baudelaire, c'est Baudelaire, c'est-à-dire c'est le fait que la vérité se produit dans la prosodie, dans la métaphorisation, dans les rythmes, dans les allitérations, dans les assonances, et non pas dans les concepts. Or, cette vérité de parole rythmique de la poésie, elle est précisément victimisée par notre parole ordinaire, par notre rhétorique de chaque jour, par notre idéologie perpétuelle, par nos fantasmes, par nos préjugés de toutes sortes, n'est-ce pas? Et il n'est donc pas, comment dirais-je, ni orgueilleux, ni illusoire, ni mensonger de récupérer la position victimaire, celle par laquelle l'incrimination du langage du concept peut se faire. Il y a une vérité profonde du romantisme par l'audace qu'il a eue d'incriminer le discours ordinaire, le discours du concept, par la vertu de la position victimaire. Oui, mais peut-on aller pour autant jusqu'à dire que je me demande si on ne tombe pas dans un sophisme là, c'est-à-dire que le menteur parmi les menteurs mentirait au second degré et donc retomberait sur la vérité. Enfin, quelque chose un peu de cet ordre-là. Je m'exprime très mal là, mais après tout, c'est quand même une figure. C'est une figure que l'on voit apparaître dans le temps. Et je ne suis quand même pas certain qu'il ait fallu attendre le romantisme pour qu'une vérité de parole ait lieu.
Alors c'est vrai que le XVIIIe siècle n'a pas brillé par sa poésie. Ça, je crois qu'on ne peut pas tellement le contester. C'est vrai que c'est un siècle plutôt du concept. Mais les siècles antérieurs n'ont pas produit, que je sache, ce mensonge au second degré qui, parce qu'il est au second degré, retomberait sur une vérité. J'ai une question à ce propos pour continuer la conversation. Bonjour. Est-ce que dans cette question de la vérité et de l'équivoque, il n'y a pas à introduire des différences fondamentales suivant le mode d'expression, suivant le type d'art auquel on pense, etc. C'est-à-dire que est-ce que l'image, un autoportrait par exemple, n'est pas un objet fondamentalement équivoque, où on ne sait jamais si on parle de soi ou à travers soi de tout le reste. Et à contrario, quand Girard parle de ses découvertes à propos de mensonges romantiques et vérités romanesques, il parle précisément, et dans des livres d'entretien c'est très clair, de l'effet de vérité du récit qui décrit des rapports humains réels et qui donc est obligé, pour faire de la grande littérature, d'approcher une vérité objective des rapports entre les hommes. Mais finalement, c'est un effet de vérité, si on lit bien Girard, qui est tout à fait lié à une forme particulière de création artistique. Et donc, la manière d'approcher ou de ne pas approcher la vérité et de jouer sur toute cette ambiguïté sacrificielle dont a parlé Benoît, c'est-à-dire finalement, est-ce que je suis dans le narcissisme ou est-ce que je suis du côté du Christ ou est-ce que je suis du côté de l'idolâtrie du moi, tout ce jeu entre l'équivoque et la vérité, je pense qu'il doit être approché de manière assez fine en tenant compte justement des contraintes de la création artistique. Oui, là je suis parfaitement d'accord. Hein. Alors peut-être n'aurais-je pas dû reprendre à mon compte le mot girardien de mensonge, encore que quand Girard met à distance d'un côté, disons, Stendhal et Flaubert, et de l'autre Victor Hugo. Alors Victor Hugo, là, devenant une sorte de figure du menteur, vraiment, je crois quand même qu'il dit quelque chose d'assez juste, c'est-à-dire, bon, Victor Hugo joue à être Victor Hugo. Et ça, quand même, je crois que c'est une posture assez propre, effectivement, au temps du romantisme dans sa très longue durée. Victor Hugo. Mais c'est peut-être pas un hasard si Victor Hugo, justement, est un grand poète, enfin est un poète, mais n'a pas laissé la même. Enfin, n'est peut-être pas un grand romancier, ni un grand dramaturge, enfin, en tout cas, sans doute moins grand que le poète, je sais pas. Enfin, c'est une question. Je sais pas. Là, vraiment, je le dirais pas. Là, je sais pas. Non, parce que ce jeu Y a-t-il d'autres questions, chers amis, à Jean ? Il y a forcément des questions encore, évidemment. Alors, je crois que j'ai vu quelqu'un demander la parole. Je crois que c'est Pierre Saint-Amand. Alors, je suis très impressionné de la présence de Pierre Saint-Amand parmi nous. Oui, effectivement, j'avais une question, si je peux me permettre de revenir en arrière avec Rousseau.
je ne sais pas si j'ai tout à fait compris ce que vous avez dit ou si ça mérite un peu clarification. Quand vous avez parlé en nommant Starobinsky d'une structure unitaire de Rousseau, je ne sais pas s'il ne fallait pas insister un peu plus sur le fait que le modèle Rousseau n'apparaît qu'au prix de fractures mimétiques terribles. Dans les confessions, pour prendre un seul exemple, Rameau, par exemple. Alors, quand Starobinsky parle de concernement, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt évoquer un décernement pour bien montrer que cette figure unitaire, et cela est juste, mais ne se produit qu'au prix, sinon au sacrifice de multiples comment dire, épisodes mimétiques. Oui, je crois qu'il a observé sur lui-même Rousseau comme alors pas comme, mais enfin Baudelaire le fera aussi. Baudelaire le fera d'une toute autre façon. Mais je crois que Rousseau a observé sur lui-même les effets de l'amour-propre. Bon, son premier objet or c'est l'amour-propre qui, parce qu'il est réflexif justement, vient cliver le sujet. Et ça, le premier objet de son observation, de ce point de vue, effectivement, c'est lui-même, avec ce sentiment très fort. C'est un malade du public, d'une certaine façon, Jean-Jacques Rousseau. Et donc, qu'il soit concerné par des phénomènes mimétiques qui ont pu être des phénomènes douloureux dont il a lui-même cherché à se guérir, peut-être en se mettant à distance. Peut-être que sa distance n'est pas seulement, comme l'en accuse Diderot, une pause, être à la bonne distance de Paris pour être vu sans être oublié, mais tout en n'étant pas là, etc. Vraiment, il y a de ça. Et il y a de ça aussi, effectivement, chez Baudelaire, par exemple, quand il écrit à sa mère qu'il veut se mesurer d'une certaine façon, et là, il y a quelque chose de très mimétique à ce moment-là, qu'il veut se mesurer au Rousseau des Confessions, les fusées, etc. Enfin, tous les fragments autobiographiques de Baudelaire sont restés à l'état fragmentaire, mais il y avait quand même l'idée d'en faire quelque chose, et ce quelque chose, c'était une façon pour lui de se comparer, etc. Donc, tout ça est constant, c'est-à-dire que on a beau être, c'est comme le joueur, il a beau être conscient de son addiction, se faire interdire de casino, il n'en reste pas moins qu'il est très difficile pour lui de cesser de jouer. Et je crois qu'effectivement, c'est un peu de ça qu'il s'agit là, oui, je crois. Alors là, moi, j'aurais une question pour. Salut à toi, Pierre. J'aurais une question et à Pierre et à Jean, c'est-à-dire ce que Pierre appelle des moments mimétiques. Rousseau traversant constamment des moments mimétiques. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur de cette oscillation entre affirmation de soi et affirmation de l'affirmation de soi, entre représentation de soi et représentation de la représentation de soi, c'est-à-dire entre tyrannie du moi et autocritique de ce moi? Là, je préfère laisser la parole. On ne vous entend plus. On n'entend pas. Non, je disais que j'allais laisser répondre Jean Hérol, qui nous... Les différents degrés qui correspondent à Rousseau tenant la plume, écrivant les Confessions,
Rousseau tenant la plume sous le nom de Rousseau, dans Rousseau, juge de Jean-Jacques, les dialogues. Et le Jean-Jacques absent, je crois que la réponse est là dans les textes. Non? Oui, alors, oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous insistez plutôt sur les moments de skise. C'est-à-dire, c'est le Rousseau qui semble vous intéresser, c'est peut-être une interprétation un peu romantique du personnage. Ce sont les fractures du moi. Je serais plus sensible, en un sens, au théâtre rousseauiste qui met devant lui, en particulier, des figures artistiques, sinon des modèles, sinon d'autres modèles artistiques. J'ai mentionné Rameau, mais il y en aurait d'autres également. Et quand on pense en particulier à la deuxième partie, la partie trouble des confessions, on les voit arriver un peu à la chaîne, ces figures-là. Et ce qui conduit à ce moment-là à des dédoublements chez Rousseau qui sont assez intéressants. Oui, de toute manière, le Rousseau du moi tout nu, c'est-à-dire des confessions, il est quand même aussi pris dans une dramaturgie, parce que les confessions, il y a ce fil qui se tend comme ça, et on sent la tension qui monte jusqu'à l'année, je sais plus, 62, là, le moment de l'exil, enfin de l'émile, de la condamnation, et la façon dont la chose est amenée, c'est une dramaturgie. Donc, s'il y a dramaturgie, évidemment, on ne peut pas penser qu'il y a simplement une sorte de. Rousseau ne parle pas, il devait le regretter, mais peut-être pas seul. Il ne parle pas le langage des origines, comme on inventait l'amour auprès des sources et en imitant le bruit des frondaisons dans le vent, laissé sur l'origine des langues. Enfin, il ne parle pas. Personne ne parle cette langue-là. Personne ne parle cette langue-là. Et personne ne la parlera jamais. Et c'est évidemment le drame. C'est le drame qui sera alors ressenti à la puissance 10 par Mallarmé. Donc c'est pour ça que là, on aura des discussions à n'en plus finir aussi avec Jérôme sur cette question du mensonge dans une société de mensonges. Enfin, c'est quelque chose qu'il faudra approfondir. Enfin, Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci pour ce bel échange. Qu'y a-t-il d'autres questions? Il n'est pas si tard encore, on pourrait profiter de gens, si on peut dire. Eh bien, alors, si personne ne se décide, Jean, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu dire, su dire et qui va vous rester comme un regret. Vous avez encore un mot à ajouter? Oui, il y a une question de Stéphane Kabila Kiowa. Merci de la parole. En fait, moi, par rapport à tous les référents que vous avez utilisés, il y a d'une certaine façon, je me disais, Seigneur, les références sont vraiment en dehors un peu de mon lieu de vie, de ma culture visuelle de tous les jours, et que en même temps, j'aimerais bien les utiliser aussi et voir ce que ça pourrait donner. Mais plutôt, la question que je voulais poser, c'est celle en rapport avec l'image du Christ qui est revenue dans l'une des œuvres que vous avez pu montrer.
et qui en fait résonne souvent avec des artistes qui, dans leur représentation de l'image victimaire, reviennent souvent au personnage de Jésus. Et que je me demande si ces référents qui, d'une certaine façon, s'universalisent, seraient la victime idéale dans les représentations des œuvres, ou que, voilà, on peut toujours peut-être aussi avoir d'autres référents en dehors de l'image du Christ qui, en fait, se victimisent ou que les gens continuent à victimiser. Voilà, c'est ma question. Alors, je ne sais pas si j'ai tout entendu, mais s'il s'agit effectivement de se poser la question comment dire, d'une image du Christ comme victime universelle, ah ben oui, là c'est la prétention, en tout cas c'est la prétention du christianisme. Là, enfin, je suis pas sûr de répondre à votre question, mais bien sûr qu'au fond, entre des victimes particulières et une victime universelle à la fondation d'une religion, oui, il y a quand même un monde, c'est-à-dire qu'il y en a une seule qui soit universalisable. Est-ce que je réponds bien à votre question? J'essaie de vous comprendre, puisque ce que je me demande, c'est si l'image de la victime du Christ qui est universalisée d'une certaine façon, puisque aujourd'hui, le christianisme étant bien implanté dans presque tout le monde, on se rend compte que les artistes reprennent d'une certaine façon, même dans les cultures particulières, cette même image du Christ comme étant cette victime qui, en fait, prendrait la place de victimes particulières dans leur communauté. Oui, là, je crois que c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que la figure du Christ en tant que victime innocente, c'est une... Alors évidemment, là, je ne veux pas paraître... c'est des propos qu'on peut trouver peut-être tout à fait inadaptés, mais j'allais dire une surface de projection. Enfin, évidemment, pour un chrétien, c'est beaucoup plus qu'une surface de projection. Je ne veux pas du tout... Hein, mais cette surface, elle est universelle. Oui, elle est universelle. Alors que la victimisation... parce que alors, évidemment, la question que vous posez, vous la posez dans le présent. Enfin, vous posez une question qui résonne dans le présent. Hein, et moi, je ne l'aborde pas le présent, mais enfin, je souhaiterais quand même pouvoir un jour en dire un mot du présent, mais je suis mal à l'aise avec... je suis un peu presbyte, quoi, si vous voulez. Enfin, je le suis réellement, mais voilà. Et donc, évidemment que l'éthos victimaire est très présent aujourd'hui. Bien sûr, on le sait tous. Bon, et bien là aussi, moi, j'aurais tendance à penser que l'artiste a fondé quelque chose au cours du XIXe siècle. Il y a quelque chose qui a bien fonctionné là pour le coup. L'intériorisation du sacrifice a cessé d'exister. Je pense qu'elle ne pouvait pas survivre, en particulier aux 2 guerres mondiales. Ça aurait paru indécent que de continuer à prétendre être le centre victimaire du monde. Et cependant, il y a eu quelque chose comme une dissémination de la victimisation qui est la situation d'aujourd'hui. Cette situation, on en sortira, c'est une étape, je ne sais pas vers quoi, mais je pense qu'on peut en tout cas poser la question de savoir si cette situation de victimisation généralisée, chacun trouvant une forme de dignité, enfin, là aussi, il ne faut peut-être pas exagérer, mais enfin, beaucoup parmi nous trouvant une forme de dignité dans la reconnaissance d'un état victimaire, quel qu'il soit.
Bon, eh bien, je pense que il y a quelque chose là qui a été fondé au XIXe siècle, enfin dans l'éthos romantique. Voilà, enfin là, comment dire, les courroies de transmission m'échappent, mais je ne peux pas imaginer que l'éthos de la religion de l'art, hein, avec donc tout ce qu'on peut en retirer comme sacré, hein, n'a pas joué un rôle dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Cette expression de religion de l'art, qui est ancienne, qui est évidemment pose la question de savoir si ces plus illustres représentants sont des saints. Et dans votre présentation, naturellement, Jean, on n'a pas ce sentiment-là. Et un romantique tardif comme Pierre-Jean Jouve disait à propos de son maître, qui était Baudelaire, je cite, « Ô cher, ô magnifique, ô très saint Baudelaire ». Et cela me fait penser à un propos qui vient d'un tout autre horizon intellectuel, celui d'Emmanuel Lévinas, qui dit quelque part, je trouve ça saisissant, hein, donc, tout poème est Bible. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si le sacré est fait avec de la violence, si la violence est faite avec du désir mimétique, il n'en reste pas moins que le sacré est susceptible, à un cheveu près, à un micron près, de virer en sainteté. Et la religion de l'art, religion donc, si je vous entends bien, hérétique, partiellement mensongère, orgueilleuse, à un micron près, est susceptible de virer en sainteté. Ô cher, ô magnifique, ô très saint Baudelaire. Oui, mais la sainteté de Baudelaire, moi, je veux bien y souscrire. Je veux bien y souscrire. Alors, voilà, bon, par exemple, pas celle de Rimbaud, oui, voilà. C'est quoi là mais celle de Baudelaire, oui, je veux bien y souscrire. De son côté, Girard souscrivait à la sainteté de Proust après Mauriac. Oui. Ça ne me choque pas. Où l'on retrouve, mais voilà. À nouveau cette oscillation qui était structurante dans ton propos, Jean, entre le sacrificiel et le christique, ici entre le sacré et le saint. Il y a bien là une oscillation qui est, comme tu le dis, en plus typiquement moderne et qui se fonde avec la modernité aussi. Cette dimension irréversible de l'après-Rousseau, tu l'as vraiment très très bien mise au jour. Et nous t'en remercions. Et je m'en vais clore cette première, cet acte fondateur de notre série, en te remerciant à nouveau très chaleureusement de nous avoir si bien éclairés et donné à penser tant par ton propos que par les images que tu as commentées. C'est, je trouve, d'une grande efficacité, parce qu'en rentrant avec toi dans les images, on rentre aussi dans la pensée dont ces images sont le dépôt. Et c'est tout à fait saisissant, je trouve, en tout cas très efficace pour ce que nous nous sommes fixés pour but, c'est-à-dire essayer de varier cette violence dans la représentation. Merci Jean, et nous ne pouvons que recommander à nouveau tes deux livres. Tu avais consacré au premier ta précédente conférence et au second tome celle que tu viens de nous donner aujourd'hui. Je voudrais à tous remercier aussi chaleureusement Jérôme d'avoir préparé avec toi cette rencontre et vous donner rendez-vous avec Jérôme, justement, Jérôme Tello, le 13 mars prochain, à 15h toujours, autour du très très beau livre, du très très beau nouveau livre, ou du nouveau très très beau livre de Jérôme, Géricault, Généalogie de la peinture, qui vient de sortir et dont je vous recommande vraiment vivement la lecture. C'est entre autres, j'imagine, autour de ce livre que Jérôme va parler et continuer d'approfondir les questions qui commencent à apparaître par la vertu de ces rencontres. Donc 13 mars à 15h, Jérôme Tello sur Géricault. Vous serez, j'espère, encore plus nombreux. Merci à tous et à très bientôt, j'espère.
Merci.